compteur en spot. Ensuite, c'est que ça qu'on pourra visiter le laboratoire, on va aller voir l'installation de pompage qu'on vient de mettre en qualité. Donc vers 17h, 17h30, peut-être. Et c'est bon pour Philippe. Ok, du coup, merci d'être là. Et donc j'aimerais bien vous présenter un peu le point où j'en suis arrivé dans mon travail de thèse. Donc ça fait à peu près 1 an, enfin même presque 2 ans que j'y suis. Et donc ça c'est la liste de tous mes encadrants, donc Claude Marchand, Louis Keval, Philippe de Sante, qui viennent du GIP, du laboratoire central Chipelec. Judith Tcherny qui vient de l'Hyper-Collège à Londres, donc qui est un peu avec nous, qui travaille sur les aspects socio-économiques. Je vais donner une vidéo du laboratoire SATI, donc pas très loin. Et avant de commencer, j'aimerais bien remercier déjà donc, Aruna et Mathias, à qui donc Mathias a vraiment été par exemple très investi sur l'aspect local, mais on a vraiment aussi pas mal travaillé ensemble pour tout ce qui est scientifique, et Aruna aussi bien sûr. Et 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé dans mon travail de thèse, donc qui continuent à m'aider. Donc Bernard Multon de l'ENS Rennes, donc vraiment une chance de compter pour notre travail. Et professeur Kitanidis de l'Université Stanford pour tout ce qui est hydraulique. Merci à vous. Donc d'abord, on va regarder rapidement pourquoi on fait cette thèse, quelle est la méthodologie qu'on voulait mettre en place, l'application au village de Gogouma et quelques pistes de conclusion. Du coup, je pense que là, on a tous vu, donc il y a 2 gros types de puits. Il y a les puits à main, donc vraiment de mauvaise qualité, et desquels on tire de l'eau avec des seaux, et les pompes à main. Donc ici, vous avez une pompe à main, ici, vous avez un puits ouvert avec la bassine, donc c'est là où il y avait la question sur le temps. Et on a pas mal de problèmes, donc la qualité d'eau, le fait que c'est des choses qui sont assez difficiles, des problèmes d'eau, de rein, donc le pompage tous les jours, ça on a eu beaucoup de retours dans les questionnaires là-dessus, et une perte de temps significative, donc c'est plusieurs heures par jour, parce que parfois il y a beaucoup de queues, donc là vous voyez tous les bidons qui s'alignent comme ça, et donc c'est vraiment un poste d'utilisation du temps qui est vraiment significatif, l'accès à l'eau. Et donc on travaille avec ce genre de système, donc c'est les systèmes de pompage solaire dont on parle depuis le début. Là, il y a des panneaux solaires, il y a une motopompe qui est immergée donc dans notre architecture, ça pompe dans un réservoir, donc il n'y a pas de stockage d'électricité, mais le stockage il se fait en fait au niveau de l'eau, et il y a des points de distribution. Et en fait, donc ça c'est l'architecture qu'on a prise dans notre Gogouma, mais on peut imaginer, enfin pour moi je le vois vraiment, donc là les gens doivent venir vraiment chercher à la source, mais je pense que c'est un peu le premier pas, le pompage motorisé vers les systèmes de distribution d'eau, comme chez nous, on ouvre le robinet et on a l'eau. Du coup, c'est pas... il faut aussi le voir comme quelque chose d'incrémental. Et on a un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'introduction de ces systèmes dans les communautés rurales. Donc le problème de fiabilité dans des environnements difficiles, donc tout ce qui est électronique. Le problème, donc Vincent en a parlé un peu avant, donc des ressources en eau qui peuvent, quand il y a une extraction d'eau qui est plus élevée, c'est un risque. Des problèmes économiques, donc ça vous allez le voir avec vous l'avez vu avec le travail d'Elvire, et parfois le coût du capital, donc le coût en fait d'entrer dans le système qui est cher, et ensuite donc les problèmes de financement, en fait le problème de mettre des ressources en commun, un peu comme on a fait avec le crowdfunding, mais voilà, il fallait mettre 25 000 €, il fallait mettre 280 personnes, donc c'est pas des choses qui sont simples à financer. Et ensuite, on a un problème d'adaptabilité, donc ça je pense que l'exemple de Lorraine est excellent là-dessus, de dire voilà, qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin, est-ce que le système satisfait leurs besoins, est-ce que même la technologie est adaptée à leur retour. Par exemple, donc, comme elle dit, les gens n'aiment pas du tout des systèmes avec batterie parce qu'il y a un problème de faux batteries au Burkina Faso, des choses comme ça, et donc si on peut s'en passer, tant mieux. C'est aussi pour ça qu'on est revenu sur cette architecture. Donc là, en fait, du coup, vraiment, je pense que l'originalité du travail que je suis en train de mener, c'est l'aspect liant entre 2 communautés scientifiques. Donc à la fois la communauté technique, du coup, qui est représentée chez nous par le GIP, c'est SATI. Donc en fait, ce qu'on fait en général dans les sciences, dans la physique, c'est qu'on prend un dimensionnement d'un système, on évalue ses performances, et après on boucle, comme ça, donc on continue à trouver des dimensionnements qui maximisent les performances.
donc au niveau d'efficacité, fiabilité. Et après, il y a une autre communauté, donc on est un peu moins familier avec ça en technique, c'est les sciences sociales. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'on leur donne, ils prennent un cahier des charges de performance, un certain nombre de critères de performance, et ils voient en quoi ça va donner, quel va être l'impact, donc à la fois social, économique et environnemental du système. Et ça, le problème, c'est que ces deux communautés, on est toujours divisés en laboratoire. Et nous, on a vraiment la chance d'avoir une équipe qui couvre tout. Donc on a vraiment joué là-dessus, à fond, pour un sujet original, qui permet d'avoir des dimensionnements. Donc ensuite, on peut calculer leur performance, on peut savoir quel est leur impact, et après, on peut savoir comment on pourrait trouver des dimensionnements qui, non seulement aient des bonnes performances techniques, mais aussi des bons impacts économiques et sociaux. Donc ça, c'est un peu, c'est vraiment l'idée de base, mais c'est un peu vague. C'est dur, on veut vraiment prouver ce qu'on a fait, donc on a choisi de le prouver sur le cas du pompage solaire et à Godemain. Donc ça, j'ai repris on a repris la même carte de Mathias. Donc vous voyez tout le village de Godemain, les différentes concessions et les différentes sources, donc les sources qui sont à même le sol, les sources qui sont plus creusées, les puits ouverts, les forages. Du coup, pour bien clarifier, ça c'est de mauvaise qualité, ça c'est de mauvaise qualité, ça c'est de bonne qualité, mais c'est dur. Et nous, avec la pompe solaire qu'on a installée, donc, il y a 250 millipissinières, on a un tank de 11 mètres cubes, donc c'est vraiment gros, hein. Et une pompe solaire de 750 watts. Donc on a vraiment l'avantage d'avoir un système qui ne demande pas beaucoup d'efforts à l'extraction. Et je pense que vraiment cette photo elle est cool, même si c'est pas toujours comme ça non plus. Pour montrer que c'est un point social de mise en relation au village. Et puis c'est une grosse fierté à Godemain d'avoir cette pompe. Et je pense qu'un autre truc qu'il faut vraiment noter, c'est que 750 watts de panneaux solaires, c'est rien. Et en fait, moi j'aime vraiment bien ce système parce qu'avec 150 watts, je pense qu'on peut on peut alimenter un frigidaire en France, en fait. Et là, on peut avoir l'eau pour 250 watts. Du coup, au final, quand on parle d'énergie, qu'elle soit utile ou non, c'est le même coût, mais il n'a pas le même impact. Et donc ça, c'est pour les aspects hydrauliques, donc on creuse jusqu'à 56 mètres, mais après, en fait, l'eau, elle remonte dans la nappe. Donc on est à l'eau, on pompe qu'à 6 mètres, donc c'est pas très haut. Et la pompe, elle est immergée à 30 mètres. Alors. Et du coup, voilà. Donc on a mis ce système, c'est un peu un chamboulement pour la vie d'un village, d'avoir déjà un nouveau point d'eau, un nouvel forage, c'est un chamboulement, mais en plus un nouveau pompe solaire, c'est waouh. Donc on a évalué, donc ça, il y a Vitel qui va bien regarder là-dessus, c'est une sorte de rayon d'attraction. C'est dur de savoir, et ça je pense que c'est super important pour les entreprises comme Dargatech. L'aruna, c'est qui va utiliser mon système. Du coup, si je ne sais pas qui va l'utiliser, comment je peux le dimensionner? Donc ça, c'est la méthodologie qu'on a mis en place. Donc ça, ce schéma, il change tout le temps. Et je pense que là, on est en train d'arriver à une solution finale. Donc on va encore la changer un peu. Mais en gros, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on part avec des ressources, on a un certain dimensionnement, et puis on sait qu'il y a une courbe de consommation dont on a à peu près l'idée, et donc en fait tout ça, on le met dans la moulinette des équations de la physique, on trouve un volume pompé par jour. Mais ensuite il faut voir donc tout ce volume qui est pompé, comment il va être utilisé, donc pour quels usages et par quelle maison. Et donc là on a aussi la demande qui rentre en jeu, pour savoir en fait à quel point ce volume qui est mis à disposition va être utilisé par qui et pourquoi. Et donc là, on a un certain nombre de maisons qui vont avoir un nombre d'impacts, mais que par exemple les gens utilisent l'eau pour boire ou l'eau pour les animaux, c'est pas du tout le même impact parce que, on peut se dire que c'est plus important d'avoir de l'eau pour boire qui soit saine que de l'eau pour les animaux qui soit saine. Il n'y a pas la même résistance. Et ensuite, donc ça, c'est des modèles d'études d'impact socio-économiques. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, donc je vais revenir là-dessus, mais en fait, on voit à quel point le fait d'avoir de l'eau, par exemple, de meilleure qualité pour boire, ça va avoir un impact positif sur le village en termes de diminution d'un certain nombre de maladies, par exemple la diarrhée. Donc, la diarrhée, c'est pas notre diarrhée, ça fait des diarrhées chroniques qui peuvent mener jusqu'à la mort. Ça, c'est un gros problème d'accès à l'eau. Et je pense que là où c'est vraiment intéressant ce qu'on a fait, c'est que
en fait, on a lié deux techniques de collection de données qui sont complètement différentes, donc de deux communautés. Donc les données techniques, en fait, on a un système, on va acquérir autant de temps réel, quelles sont ses performances. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, on a développé un boîtier d'instrumentation. Et on peut avoir la ressource, par exemple, on mesure l'éclairement, on peut savoir, on peut mesurer précisément le dimensionnement, on peut tracer le débit en fonction de la journée, et des données socio-économiques. Donc tout ce qu'on fait, c'est avec des questionnaires et des observations de manière méthodique pour savoir comment, donc quelles sont les conditions de vie avant et après installation. Et donc ça, c'est vraiment propre aux sciences sociales, ce qu'on appelle les études d'impact. Et je pense que là où c'est vraiment intéressant, et c'est très rare qu'on mène ces deux données de consort, c'est en fait, pour un certain nombre de ces aspects, on s'est rendu compte qu'on peut acquérir des données avec l'aspect technique et l'aspect socio-économique. Et du coup, on peut comparer, est-ce que ce que les gens répondent dans les questionnaires, c'est véridique ou pas? Est-ce que quand ils disent quand on somme tous les gens qui disent qu'ils vont au puits, et ils nous disent qu'ils vont collecter 20 mètres cubes d'eau par jour, et puis nous on mesure 10 mètres cubes, on se dit il y a un problème dans la méthode de collection de données des questionnaires par exemple. Ou alors notre système de collection de données techniques il est très mauvais. Et en gros ça permet vraiment de mettre ça en regard. Du coup, on va rentrer un peu dans le détail de chacun des modèles. Donc là, c'est le premier. Ça, c'est les premiers 6 mois de ma thèse, c'était dans les lots. J'ai câblé tout un boîtier d'instrumentation pour mesurer un certain nombre de grandeurs du système. Et c'était assez cool comme période parce qu'il y avait un gros cahier des charges sur ce système parce qu'il fallait qu'il soit résistant à la température, au vent, à l'humidité. Et en plus, comme on ne savait pas tellement à quoi ressemblerait la pompe, il fallait qu'il soit assez modulable. Et en plus, ce système d'acquisition de données, il est lui-même indépendant énergétiquement, donc il a des panneaux solaires et des batteries qui l'alimentent. Et donc ça, c'est une photo, et je sais pas pourquoi. Alors, on pensait que en fait, il y a une anecdote assez marrante, c'est qu'en fait, quand je suis venu un mois de données avec voir le chef, ils ont dit franchement, on ne pensait pas avoir 2 jours de données, et là, ça fait déjà 8 mois qu'on a des données. Donc c'est vraiment. On est vraiment content et on se demande même pourquoi ça marche, parce que c'est dans un environnement très très difficile en fait. C'est très dur d'avoir un truc qui dure, et en plus, le problème c'est que si on a un truc qui casse, comment on va le réparer? Parce qu'on va envoyer quelqu'un, et là vraiment il y a une dernière personne qu'il faut vraiment remercier, c'est Séverin. Séverin Darga, en fait c'est lui que j'ai souvent au téléphone, c'est notre coordinateur local, et qui a vraiment aidé à débugger un certain nombre de choses au niveau du système. Et par exemple, il y avait un problème qu'il y avait des souris dans la maison. Du coup, on a mis plein de tapettes à souris pour protéger les souris. Et ça, c'est des vrais problèmes, parce que si ça mange un câble, il n'y a plus de données. Donc c'est vrai, il a plein d'idées comme ça. Et le dernier truc, c'est qu'on a un peu créé un écosystème autour de ce boîtier, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec ces données. Et en gros, il y a une idée de start-up qui est un peu partie l'année dernière et qui va continuer cette année. Donc ça s'appelle Axo, l'assurance de l'eau. Donc ça, c'est les données. Donc chaque jour, on a des données comme ça. Donc on a le soleil qui se lève le matin et qui va se coucher le soir avec les nuages. Hop. On a la température ambiante, la température des panneaux au cours de la journée. Et là, on a donc la tension aux bornes des 2 panneaux. Donc, et ça, c'est le courant qui est fourni par les panneaux. Donc vous voyez, en fait, quand le courant il s'abaisse, il passe à 0, la tension elle monte. En fait, ça correspond au fait que les panneaux ils arrêtent de générer. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, quand le réservoir est plein, il y a un signal qui vient d'un contrôleur qui dit hop, il faut arrêter de pomper. Et ensuite, quand les gens recommencent à consommer, donc là vous avez la courbe de consommation, le niveau d'eau dans le réservoir baisse, et là, le système il se remet à pomper. D'accord? Et ça, c'est des données de consommation. Et ça, c'est des données de consommation qu'on a agrégées sur l'heure. Donc on voit bien que les gens, ils vont chercher l'eau le matin et le soir. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que, en fait, ça, on l'avait vu dans les questionnaires, ils nous avaient dit on va le matin et le soir, et après, on regarde ça, on se dit ah ouais, donc ça, c'est vrai. Du coup, on a validé cette approche questionnaire par des données expérimentales. Et ça, c'est le débit complet au cours de la journée. Donc à peu près 10 mètres cubes qui sont pompés par jour et 10 mètres cubes consommés. Et puis c'est un des seuls produits que vous trouverez qui est made in Burkina Faso en France. C'est vraiment des données locales.
Donc ça, c'est l'architecture de notre système. Donc il y a le panneau qui envoie de l'énergie à la motopompe. Et ça, c'est le petit instrument qui dit, bah, ok, il faut arrêter de pomper quand le tank il est plein. Donc ça, je pense que je vous inviterai à ce qu'on regarde de plus en détail, si ça vous intéresse, la modélisation qu'on a faite et du système. Et on va, enfin, il y a donc là, on va en fait écrire un article par rapport à cette modélisation, donc c'est un article scientifique. Et je pense que c'est vraiment bien que vous ayez tous financé ce projet parce que au final, quand on publie un article, c'est bien il y a des gens qui vont pouvoir le lire et on va pouvoir vraiment avoir un retour d'expérience sur ce premier système qui a été instrumenté de pompage solaire, donc à ma connaissance sur le continent africain. Donc c'est vraiment une nouvelle chose. Ok, donc là c'est un peu la validation du modèle. En gros, c'est pour dire qu'on est capable de modéliser le système très précisément et on le valide avec les données qu'on mesure. Ok, alors ça, je vais aller assez rapidement là-dessus. C'est juste pour montrer à quoi ça sert de modéliser les systèmes précisément. En fait, c'est pour qu'après, on puisse faire des approches d'optimisation. Comme on sait quelle est l'influence de la taille de tel ou tel élément sur la production du système, ben on est capable de dire, en fait, le système, on aurait pu le dimensionner deux fois moins que, par exemple, on a vu qu'on aurait pu diminuer largement la taille du réservoir de 5 mètres cubes, et du coup, le prix, on peut gagner de l'argent en faisant ça. Donc c'est ça l'intérêt de ces approches. Alors là, donc ça, je vais vraiment passer très rapidement parce qu'en fait, c'est plutôt du travail de... Enfin, c'est vraiment du travail que Vitaly va présenter aussi, qu'on a fait avec lui. Et en fait, l'idée, ce qu'on voulait savoir, c'est comment on peut deviner qui va aller à la pompe quand on installe un nouveau système. Et pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté les données questionnaires de savoir où est-ce que les gens vont, et on sait où est-ce qu'ils habitent, en gros, et où est-ce qu'ils vont. À la source et pour quel usage. Et grâce à ça, eh ben, on est capable, donc ça c'est ce qu'ils nous disent dans le questionnaire. On sait que il y a telle courbe de consommation à la source qui est obtenue dans le questionnaire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est une approche d'apprentissage en gros, c'est que du coup on se dit, bah voilà, vu que cette pompe elle avait cet environnement, vu que nous on a un nouveau système, il a cet environnement qui est à tel point similaire à celui-ci, hop, donc on va pouvoir deviner qui va aller avec le système. Voilà, donc là c'est la dernière partie, c'est la partie d'impact. Et donc sur cette partie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on sait qu'il y a tant de personnes qui vont avoir un accès accru à l'eau. Et ce qu'on essaie de voir, c'est combien il va y avoir de diminution d'une maladie, par exemple, comme la diarrhée. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on compare en fait, avec les questionnaires. Donc on fait les questionnaires avant. On sait que les gens, il y avait 30% qui avaient la diarrhée chronique. Et donc ça, c'est les gens qui sont proches de la pompe solaire, donc qui sont en groupe de traitement, donc qui ont reçu une sorte de solution améliorée. Et ça, c'est les gens qui sont dans le groupe de contrôle, donc qui n'ont pas reçu. Et donc grâce à ça, si on mesure l'écart de ça par rapport à l'écart ici, on sait que la pompe solaire a permis de réduire de temps l'impact de la diarrhée. Donc ça, c'est les questionnaires qu'on va faire très prochainement, donc qui vont nous donner ce résultat. Et enfin, du coup, je pense vraiment ce qui est important, ce qui nous tient tous à cœur dans notre projet, c'est à quel point en fait on transmet nos informations et à quel point c'est important de faire ces études. Du coup, comme je disais, c'est le premier système où on a monitoré et on a beaucoup de contacts avec des ONG, par exemple Électriciens sans frontières, qui sont très friands de nos données, parce que eux, ils installent des centaines et des centaines d'installations, mais ils n'ont pas forcément le temps et la patience, ou aussi ils n'ont pas aussi, enfin c'est pas tellement leur but, de tout monitorer. Et donc sachant que toutes ces données, elles vont vraiment leur être très précieuses, à la fois techniques ou socio-économiques. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous allez finir. Oui. En fait, je pense que c'est l'expo 15 qui peut présenter un certain nombre de courbes de production solaire, etc. Ouais. Donc, effectivement, tu notais que quand on coupe la pompe, les panneaux se réchauffaient, on voit qu'ils se réchauffent, ils montent en température jusqu'à 1100 degrés. Non, en fait, la température des panneaux, elle est là.
Ça, c'est la tension. Excuse-moi. Désolé, mais c'est peut-être... Ok. Voilà, la température des panneaux, elle suit l'irradiance. D'accord, ok. Parce que sinon, effectivement, il y a des questions de durabilité, en fait, du PV. Il n'y a pas trop monter au-dessus de 60. Ça arrive assez souvent que ça monte à 80, mais enfin, c'est pas très bon. Et la question, c'était en termes de dimensionnement, est-ce que la conclusion, si cet effet coupure un peu avant midi, remplissage est régulier, est-ce que la conclusion, ce ne serait pas aussi que, en termes de dimensionnement, mais aussi l'alimentation est surdimensionnée? Ouais, et du coup d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans cette approche d'optimisation. Donc là on a vu qu'on peut réduire les panneaux solaires d'un tiers à peu près, le temps que mais après il faut vraiment faire quelque chose. Enfin, je pense que il faut vraiment prendre en compte dans le fait d'un dimensionnement, c'est aussi l'aspect robustesse. Et du coup je pense que le système de Cogma il est un peu surdimensionné, mais en même temps, c'est très compliqué de savoir combien de personnes auraient consommé l'eau. Donc c'est aussi une bonne précaution qui a été prise par l'entreprise qui a installé. Et donc c'est vraiment ça la difficulté en fait, je pense, dans les dimensionnements. C'est savoir qui va et combien vont prendre les gens et à quelle heure. Et il y a aussi l'aspect variabilité de la ressource solaire en eau et la ressource solaire au fil des années. Il y a dans le prolongement de la question, on voit que la production PV est coupée là où on a le maximum d'urgence. Donc ça veut dire qu'on pourrait penser à avoir une autre utilisation de cette énergie-là. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on a... Enfin, on nous a beaucoup posé la question de ça, c'est vraiment la question qu'on a plus posée. Et en fait, la réponse c'est qu'en fait, nous, on veut évaluer, en fait, on se place dans une approche technique et socio-économique. Et comme on veut évaluer l'impact uniquement du pompage solaire, ben, on ne veut pas mêler ça à notre utilisation d'électricité, parce que c'est comme, par exemple, si vous donniez à quelqu'un du paracétamol et de l'Advil, ben, on ne sait pas est-ce qu'il aura plus mal à la tête à cause du paracétamol ou que de l'Advil. Donc c'est pour ça qu'on lui donne soit l'un, soit l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça qu'on a privilégié un seul usage d'électricité pour avoir l'impact de cet usage. Parce que sinon, on ne peut pas isoler l'impact d'un micro-réseau et d'une pompe solaire. Mais c'est clairement ce qui nous a donné l'idée du projet de combiner les usages. C'est de l'énergie ferme. Ah, clairement. On ne dit pas que... C'est dur la recherche. Mais après, ça se trouve un jour, il y aura vraiment une couverture nuageuse pendant 3-4 jours. Et du coup, là, au niveau robustesse, il aurait été bon d'avoir un système assez surdimensionné. Ça, c'est la difficulté qu'on a avec le solaire. On peut pas... Non, moi, c'est même pas l'aspect surdimensionné, c'est juste qu'à un moment donné, il y a de l'énergie qui est perdue. Ah oui, c'est vrai. On est d'accord. Ça, c'est un choix de méthode, en fait. C'est difficile. C'est difficile. Et pareil, quand Mathias était là-bas, il a dû des fois ne rien dire, parce que c'est un choix de méthode, on ne peut pas intervenir et il faut qu'on arrive à faire la différence entre qu'est-ce qui a quel impact. Ouais, par exemple, quand on a fait le château d'eau, il y avait une question qui a été posée dans le village, est-ce qu'on n'utiliserait pas l'eau pour faire un jardin ou quelque chose comme ça? Et c'était un jeune qui était assez isolé finalement, et on lui a dit de proposer ça au conseil du village, mais pour l'instant il n'a pas été retenu. Alors on a envie de dire oui, vous pouvez creuser un abreuvoir, vous pouvez faire un jardin pour... Moi j'ai entendu tous les problèmes dans les questionnaires, les animaux qui meurent de maladies, il n'y a pas assez de travail pour les gens. Bon, on peut imaginer des solutions, mais si on fait ça, on interfère avec le travail de recherche. Donc c'est un peu spécifique à notre cas, mais effectivement ces idées de complémentarité, elles sont hyper intéressantes.